Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi et heureux par la modération de cette rencontre exceptionnelle autour des systèmes agroalimentaires à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement organisée par le projet PSITAC. بالنسبة للمتحدثين باللغة العربية هناك ترجمة من الفرنسية إلى العربية. Donc, la multiplication de vents violents, l'augmentation de la quantité de précipitations, la hausse du niveau de la mer, ainsi que les hausses températures sont autant de conséquences induites au changement climatique dans le monde en général, et en Tunisie particulièrement, qui est considéré comme l'un des pays les plus exposés au risque de ce phénomène en raison de son emplacement géographique. Ces conséquences constituent aujourd'hui une menace pour le cycle de vie de plusieurs cultures, ce qui rend les systèmes agroalimentaires plus vulnérables et risquent de plus en plus de subir des pertes et dommages. Le changement climatique continue de mettre à l'épreuve nos capacités d'adaptation. Il est nécessaire de mettre l'accent sur la vulnérabilité de l'agriculture pour construire au niveau mondial des systèmes agroalimentaires résilients et pérennes. Et il est essentiel de faire de ces enjeux une priorité nationale et mondiale pour combattre et réduire leurs risques. Important d'impliquer tous les acteurs et de ne pas limiter l'engagement environnemental et climatique à des simples gestes quotidiens, mais plutôt des responsabilités politiques, professionnelles et humaines, surtout envers la nature. Cette rencontre est un hommage aux agriculteurs, agricultrices, transformateurs, consommatrices, aux consommateurs et aux consommatrices responsables et une reconnaissance aux défenseurs et défenseuses de la nature. Nous allons mettre en lumière des expériences et par des acteurs et des actrices engagés pour renforcer la résilience et la durabilité de ces systèmes. J'ai l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui Madame Hadda Mhimdi, présidente de GDA, qui est un groupement de développement agricole de Haraya Sheba, qui est localisé dans la région de Mahdeya. Madame Sahar Medeb, coordinatrice du projet au sein de l'association de permaculture tunisienne, et Monsieur Joïve Marlot, conseiller en changement climatique et environnement. Donc, je vais commencer peut-être par Madame Sahar. Donc, Madame Sahar Medeb, donc ça va être à toi, et plutôt à vous, l'honneur de commencer ce panel. Donc, peut-être, je voulais savoir plus par rapport à votre association, les actions et les mécanismes aujourd'hui nécessaires pour une permaculture. Bonjour, merci à Adèle, bonjour à toutes et à tous. Je partage mon écran vite fait. Non, je peux pas, c'est désactivé. Juste si on peut avoir accès au partage écran. Mais de toute façon, le temps qu'on aura un accès au partage, Sahar Medeb, donc peut-être parlez-nous D- de Ok. Sahar, créatrice des projets au sein de la... Donc, euh, donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, pour moi, est fondamental. Qui est la manière dont les systèmes agroalimentaires peuvent à la fois répondre à l'urgence climatique et soutenir la souveraineté alimentaire. Je m'appelle Sahar Medeb, je suis ingénieure agronome de formation et je suis coordinatrice de projet et je représente aujourd'hui l'Association tunisienne de permaculture, ou ATP, pour faire court. Si je peux présenter l'association vite fait. L'association a été fondée en 2015 et elle est basée à Tunis. Et elle œuvre pour la promotion de l'agroécologie et de la permaculture à travers toute la Tunisie. En travaillant sur trois axes principaux. Un, le plaidoyer pour des politiques agricoles et alimentaires plus justes.
Le soutien direct aux agriculteurs, aux jeunes agriculteurs surtout, avec de l'accompagnement technique. Et enfin, trois, la formation et la sensibilisation auprès des agriculteurs, des jeunes, des consommateurs et le public général, en général. Euh, ok. Je ne toujours pas à partager, mais c'est pas grave. Il y a un accès, un problème d'accès pour partager l'écran, mais j'essaie de mon Ok, côté de... je peux parler sans présentation, au pire. Oui, c'est pas grave, Donc, on euh, se- donc, je sais que tu as autant de choses donc, à partager avec nous. donc, nos thématiques principales sont la préservation et la revalorisation des semences paysannes. Nous travaillons beaucoup sur les semences paysannes, sur la souveraineté alimentaire, que je vais définir un peu plus tard, sur l'entrepreneuriat en agroécologie, surtout pour les jeunes, le système participatif de garantie pour faciliter l'accès au marché, la sensibilisation à la permaculture et l'agroécologie, et enfin la promotion d'une alimentation saine, durable et culturellement appropriée. Et c'est-à-dire que Euh, de l'alimentation peut-être saine pour peut-être pour expliquer à nos internautes et aux gens qui oui, participent aujourd'hui. C'est quoi les éléments nécessaires? alimentation alimentation saine, c'est-à-dire une alimentation qui est issue d'une agriculture sans intrants chimiques, qui est respectueuse de l'environnement, des produits de saison dont on n'a pas rajouté des hormones, des pesticides, des fertilisants chimiques, et culturellement appropriés, c'est-à-dire que c'est des aliments qui viennent de notre culture et de notre territoire. Euh, et voilà, quand on parle du système alimentaire, on parle de l'ensemble des choix, des pratiques, des politiques qui déterminent ce qu'on mange, ce qu'on plante, comment on cultive ce qu'on plante, qui le transforme, qui le vend, et ben, en gros, ce qu'on met dans notre assiette. Et, euh, et c'est l'État enfin, on peut dire que nous mangeons ce que l'État autorise et se tient à produire, parce que si l'État choisit aux subventions les engrais chimiques ou favorise certaines cultures d'exportation, ce sont elles qui vont dominer nos champs. Donc, pour pouvoir changer notre système agroalimentaire, ça implique forcément le changement de nos politiques agricoles et alimentaires. Euh, donc, on peut pas parler de l'alimentation sans aussi parler à la terre, sans aussi réfléchir à l'eau, aux semences, au soutien aux petits agriculteurs et petits producteurs. Et voilà, c'est ce que nous défendons dans notre association. Ce n'est pas simplement la sécurité alimentaire, mais c'est aussi la souveraineté alimentaire, qui est le droit des peuples à définir leur propre système alimentaire et à produire leur propre nourriture selon leur culture, leurs besoins et leurs ressources locales. Euh, et ça, c'est très important dans un contexte de crise entre changement climatique, entre conflits internationaux, sécheresse. Et c'est ce qu'on a vu pendant la pandémie, ce qu'on a vu pendant la guerre Ukraine-Russie et les années de sécheresse qu'on a vécu ici en Tunisie, où il y a eu une hausse des prix des semences et du blé et des importations alimentaires. Euh, donc, voilà. En fait, le système alimentaire, ce n'est pas seulement les champs, mais c'est aussi l'assiette. Et c'est pour ça, un de nos projets, je vais parler un peu de nos activités. Donc, un de nos projets phares, c'est la campagne Je mange tunisien ou Mekilti Tonsia en tunisien. Euh, c'est une campagne qui vise à sensibiliser les citoyens et citoyennes à l'importance d'une alimentation, comme j'ai dit tout à l'heure, saine, locale et culturellement appropriée. Et ce projet s'inscrit dans une initiative africaine continentale portée par l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Et l'idée de cette campagne est de plaider pour des politiques alimentaires plus justes,
basée sur l'agroécologie euh, et de soutenir la transformation du système alimentaire à l'échelle du continent. Donc, à travers cette campagne, nous avons voulu de cibler particulièrement les femmes, mères au milieu rural et urbain, de promouvoir une alimentation locale et nutritive et de renforcer la capacité des citoyens, enfin, des consommateurs à faire des choix alimentaires éclairés et voilà. Euh, T'as arrivé à partager? Je t'écoute pas. Euh, euh, oui, ça, j'ai pu finalement partager l'écran. Donc, est-ce que c'est visible actuellement là? Je mange tunisien. Mais quel titre c'est de l'association Moi, je la tunisienne de vois pas. permaculture? Euh, d'accord, je vais. Donc, peut-être on continue avec les actions. Donc, vous avez D'accord. parlé de la campagne, mais aussi vu que personnellement, je suis un fidèle de l'association de permaculture, mais je sais qu'il y a aussi, par exemple, des marchés hebdomadaires organisés Oui, oui. par l'association qui est dédiée aux agriculteurs, peut-être partenaires de l'association qui adoptent vraiment la notion de permaculture. Donc, et c'est à quel point c'est très important aussi de de faire ce lien entre le milieu rural et le milieu urbain et de ramener ces agriculteurs jusqu'à la ville. Oui, en fait, nous avons mis en place un système participatif de garantie, SPG, pour créer un lien de confiance entre le producteur et le consommateur. Et en gros, dans ce système-là, c'est le consommateur qu'on appelle aussi conso-acteur qui entre dans le processus de l'audit ou du garantie de la qualité des produits. Et dans ce cas, en fait, c'est un alternatif à la certification bio qui peut être difficile à obtenir pour beaucoup d'agriculteurs, surtout beaucoup de petits agriculteurs. Donc, dans ce cas, c'est le consommateur qui vient sur place, qui peut se déplacer pour se rendre, être sûr que l'agriculteur n'utilise pas des engrais chimiques, qu'il respecte les bases de l'agroécologie. On a un cahier de charge à respecter. Et en fait, ça permet aussi aux consommateurs de comprendre les défis de l'agriculteur, de comprendre comment ce fruit et ce légume-là est arrivé à son assiette. Donc, on fait des formations pour les consommateurs, mais aussi pour les producteurs pour mieux intégrer l'agroécologie. Donc, on a créé un label qui est enregistré à l'INORPI qui s'appelle Nourriture citoyenne. Et ce label-là garantit la qualité et la traçabilité, assure la traçabilité du produit. Euh, voilà, donc on va aussi bientôt reprendre on avait un point de vente on avait une boutique et un marché chaque semaine du producteur au consommateur. Et on a arrêté pour un moment, mais là, on va bientôt reprendre ça. J'espère bien. Normalement, j'ai pu Euh, partager la présentation avec nos participants. Donc, je ne sais pas si elle est accessible oui, pour. Oui, enfin, je mange tunisien. Mais quel titre ça y est. ouais, ouais, je la vois. Mais là, j'ai parlé, tu peux, ouais, ouais, ça, j'ai parlé Mais tout seul. peut-être c'est très important de revenir sur les axes d'intervention, mais vraiment, c'est sur trois axes, Oui, entre plaidoyer, soutien, formation, sensibilisation. ouais. Thème, mais vraiment, vraiment, tu as tout dit oralement. Donc, à quel point vraiment tu es, Sahar, pour moi et je pense pour nous toutes et tous, tu es vraiment un exemple de personne qui est vraiment sensible à la question de permaculture. C'est, quand on parle aujourd'hui, c'est une question de vie ou mort. C'est les temps vraiment de revoir notre mode de production et de consommation. Oui, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Adil. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais
Pour parler un peu, on a aussi, en parallèle avec ces projets-là, on avait le projet. Donc voilà, ça c'est un de nos actions pour la campagne Je mange tunisien. Donc on avait fait des collaborations avec une influenceuse, Tanouis sur Instagram. On a fait des ateliers culinaires itinérants donc dans des régions en Tunisie, autour du piment, du sorgho, de la carotte. Aussi d'autres événements autour de produits locaux issus de l'agroécologie, comme les tomates, les figues, les grenades. Nous avons aussi fait une campagne urbaine dans les villes de Tunis, Sousse et Sfax. Donc, il y avait des panneaux d'affichage incitant à consommer des produits locaux. On va aussi bientôt publier un magazine, enfin la deuxième édition du magazine Je mange tunisien, parce qu'on avait déjà fait une première édition, et un livre de recettes. Euh, Alors, on voit donc, là sur oui, terrain. ça, parce qu'on fait juste, oui, un petit clin d'œil peut-être sur les formations. On fait souvent des formations pour, soit pour parfois pour les agriculteurs, mais aussi pour les journalistes, pour qu'ils comprennent mieux de quoi on parle, pour qu'ils comprennent le jargon, pour qu'ils fassent la différence entre plusieurs définitions. Mais aussi pour les scouts, pour les enfants à l'école. Donc, on a aussi accompagné des jeunes agriculteurs dans la création de leur ferme en permaculture, leur projet en permaculture. Et, euh, et après, on a facilité la commercialisation de leurs produits. Euh, donc, donc voilà pour conclure, je pense. Ce que nous défendons à travers toutes ces actions-là et tous ces projets-là, c'est un modèle de système alimentaire résilient. Donc, on commence de la semence, parce qu'on a aussi, j'ai pas beaucoup parlé de nos projets sur les semences paysannes, mais on travaille aussi sur le plaidoyer sur les semences paysannes et la création d'une maison de semences au sud, là où les agriculteurs peuvent venir échanger les semences entre eux. On a créé une petite communauté وادي الخيل فرش غوم راس Azataouine. Mhm. Euh, donc de la semence aux pratiques agricoles qui est l'agroécologie, mais aussi après à la consommation et à l'assiette, parce que nous on veut un modèle de système alimentaire qui est résilient. Et cette résilience, elle peut pas venir de l'extérieur. Donc, elle se construit localement à Oui, travers des sols vivants. Il faut cultiver nos sols vivants. Il faut redonner vie à nos sols à travers les semences paysannes qui sont adaptées à notre climat et à partir des agriculteurs autonomes qui sont formés et soutenus, et des consommateurs et des communautés engagées qui valorisent les produits locaux. Voilà. Mais pour que ça soit une véritable solution nationale, oui. il faut une stratégie politique forte, bien sûr. Faut toujours travailler sur les politiques alimentaires. Ah, Euh, merci beaucoup, voilà, c'est Sarah. pour ça que Tu as fait vraiment ouais. le tour d'ailleurs, on laisse aussi la place aux questions après avec ceux qui OK. participent. Mais vraiment, merci beaucoup pour ce tour sur les différentes actions de l'association, mais de toi aussi en tant que vraiment des actrices qui travaillent aussi aujourd'hui sur l'agroécologie et les systèmes agroalimentaires durables. Peut-être pendant ton intervention, tu as parlé aussi de le fait de travailler sur le continent africain. Et peut-être, vu qu'on a aussi, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous Monsieur Jean-Yves qui a beaucoup vécu au Bénin. Et nous allons voyager avec lui au Bénin pour parler du contexte de ce pays, les expériences à partager avec nous, que ce soit du Bénin, mais aussi du Québec, du Canada. Euh, Peut-être la question c'est, par rapport aujourd'hui des systèmes agroalimentaires durables et justes, euh, peut-être que peuvent-ils offrir à l'alimentation, à l'eau, et la biodiversité. Je vais partager aussi ta présentation, Monsieur Jean-Yves, et à toi la parole. Oui, bonjour, comment allez-vous?
Je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis spécialisé en bioconservation du milieu rural. Je suis en mandat ici en Tunisie avec l'UPADI, l'Union des producteurs agricoles de développement international, et j'ai un mandat en environnement et changement climatique. Alors, je voudrais remercier l'équipe de l'UPADI, particulièrement ici en Tunisie. Alors, en effet, je vais vous faire un petit peu voyager. Aujourd'hui, on va aller faire un tour au Québec et on va aussi s'attarder un tout petit peu au Bénin. Donc, on va voir certaines pratiques agricoles et environnementales qui sont utilisées au Québec et qui, je pense, seraient intéressantes à continuer à utiliser ici en Tunisie. Et nous allons prendre le temps aussi d'aller faire un tour du côté du Bénin et voir qu'il y a beaucoup de plantes qui pourraient être utiles ici et qui pourraient être valorisées puisqu'elles ont de très belles qualités au niveau alimentaire. Donc, je voudrais me joindre à Madame Sahar pour dire que le problème, c'est avant tout un problème de sol, la vie dans le sol. Alors, les changements climatiques nous ont frappés, mais lorsque on prend soin du sol, on aura un effet beaucoup moins grand. Donc, j'aimerais vous partager quelques approches qui peuvent être adaptées vraiment malgré la différence climatique et du sol. Premièrement, bon, ça n'a pas suivi, hein? Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas suivi la deuxième diapo, mais Non, je vais parler un peu. excuse, donc, Monsieur Jean-Yves, donc c'est ce diapo certaines pratiques agricoles environnementales utilisées au Québec, c'est ça? Oui, OK, donc c'est toi qui changes les diapos parce que moi, ça ne veut pas changer. Absolument, oui. Je suis Ah, OK, je d'accord. service. OK. Donc, une des pratiques, évidemment, à travailler toujours à s'améliorer, c'est la rotation des cultures. Donc, tu peux changer la diapo à la prochaine. Surtout travailler avec les légumineuses, évidemment, puisqu'elles fixent l'azote. Ici, vous avez les lentilles, les pois chiches, les févroles et beaucoup d'autres légumineuses. Donc, les utiliser de plus en plus au niveau des rotations, c'est très, très avantageux. Prochaine diapo va vous présenter certaines techniques de réduction du travail du sol. Donc, l'utilisation du chisel ou du déchaumeur à dents qui remplace carrément la charrue. Donc, au Québec, le chisel est maintenant un outil de travail du sol qui est vraiment utilisé partout, qui ameublit le sol en profondeur sans l'inverser. Il est particulièrement adapté pour réduire la compaction du sol, améliorer l'infiltration de l'eau, réduire l'érosion éolienne et hydrique, donc en maintenant les résidus de culture en surface, le chisel protège donc le sol, de réduire les coûts de production, puisqu'il y a moins de passage, et puis c'est particulièrement bien adapté au sol tunisien, salin et sableux, sans les dégrader. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, vous avez la d'un chisel sur l'image. La prochaine diapo va nous montrer une deuxième technique qui est le semi-direct. Donc, le semi-direct, ça a été adapté depuis quand même plusieurs années au Québec. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça limite vraiment l'érosion, ça préserve l'humidité et ça améliore la biodiversité dans le sol. Donc, il s'agit de semer directement dans les résidus de culture de l'année précédente sans labourer. Donc, c'est particulièrement intéressant dans les zones arides ou semi-arides. Alors, la Tunisie étant dans cette zone intéressante, dans cette zone, on va dire comme ça. Donc, ce qu'il y a d'intéressant avec ce travail, cette manière de travailler, c'est de conserver l'humidité du sol.
donc c'est très utile en climat sec, le maintien partiel de la texture du sol et de sa vie microbienne, une meilleure infiltration de l'eau en cas de pluie. Maintenant, le semis direct, si tu changes la diapo, nécessite un semoir adapté, donc qui va pouvoir semer dans un sol qui n'a pas été travaillé et qui aussi, ça va demander de passer un rouleau pour compresser le sol contre la semence. Donc, ça demande un peu d'adaptation. La prochaine diapo nous parle aussi de lutte intégrée contre les ravageurs. Au Québec, nous avons beaucoup de conseillers qui aident les agriculteurs, donc les conseillers du ministère, les clubs conseils, les vendeurs même d'intrants vont vraiment conseiller les producteurs agricoles. Donc, il s'agit d'utiliser la surveillance des populations, donc, et d'utiliser des prédateurs naturels à des seuils d'intervention vraiment précis. Donc, on essaie de ne pas intervenir pour rien. Donc, cette manière de faire va favoriser la biodiversité, je dirais, fonctionnelle. Et ici, je trouve très intéressant les haies. On a beaucoup de haies. Je pense qu'il faut les favoriser. Vous avez ici la figue de Barbarie que je trouve absolument formidable, qui va servir de haie pour protéger les champs au niveau du vent, mais aussi au niveau des animaux. Je pense aussi qu'on peut développer des bandes fleuries, le compagnonnage. Donc, ce sont toutes des techniques intéressantes. Il faut développer maintenant, il faut vraiment faire le dépistage idéalement et l'utilisation de biopesticides. Alors, je trouve intéressant parce qu'il y a plusieurs producteurs ici d'huiles essentielles et je connais que les huiles essentielles, plusieurs, ont un effet insecticide ou insectifuge et c'est très intéressant à développer. Donc, il s'agit de traiter de façon ciblée et seulement en cas de besoin. Donc, c'est ça qui est la lutte intégrée. La prochaine diapo nous présente de la fertilisation raisonnée et organique. Alors, fertilisation selon les analyses de sol pour éviter les excès. Évidemment, ici en Tunisie, on est en transition à l'agroécologie, au Québec aussi, mais ce qui m'a beaucoup étonné ici, c'est de voir les camions qui ramassent les poubelles passer à tous les jours. Et puis, mon ami Adel m'a fait découvrir que 68% des résidus ici en Tunisie sont des résidus qui sont compostables. Alors, quel gaspillage! Donc, c'est un défi, je pense, de changer cette donne. Donc, les apports organiques locaux sont très adaptés, les fumiers, les composts, je dirais même le vermicompost, l'épandage en fonction des besoins réels à partir des analyses de sol et la réduction des engrais chimiques et de synthèse. Le sixième point pour l'autre diapo, c'est l'utilisation de variétés locales ou améliorées ou les variétés du patrimoine, bon, comme Marois, comme Sahar plutôt nous a parlé, c'est très intéressant. Alors, je pense qu'il faut travailler beaucoup avec les agriculteurs pour trouver les meilleures combinaisons, pour trouver les meilleures variétés, lesquelles on peut cultiver ensemble. Maintenant, sur la prochaine diapo, on déménage. On s'en va au Bénin. Et je pense que la Tunisie pourrait tirer parti de certaines cultures originaires du Bénin, ou en tout cas cultivées au Bénin, adaptées aux conditions arides et aux sols pauvres. Il semble qu'il y ait aussi un marché qui se développe pour les farines sans gluten et les produits sains. Donc, voici une sélection rapide ou vraiment condensée de quelques cultures
accompagnées de leurs avantages spécifiques. Et elles seront très intéressantes à utiliser à travers la rotation pour la fertilité du sol. Alors, la prochaine diapo nous parle du fonio. Quelle belle céréale! Le fonio est une céréale à cycle court, tolérante à la sécheresse. Il prospère dans des sols pauvres, acides, caractéristiques de certaines régions tunisiennes. C'est une graminée qui est riche en protéines et en fibres, très nutritive et sans gluten. Alors, on va continuer à la prochaine diapo qui nous parle de certaines légumineuses, le niébé et la fève mongo. Donc, ce sont deux légumineuses résistantes à la chaleur, à la sécheresse et adaptées au sol pauvre. Évidemment, elles fixent l'azote, sont riches en protéines, elles constituent une source alimentaire importante. Alors moi, je conseille de les germer pour les mettre en valeur de façon encore plus intéressante. La prochaine diapo nous parle du sorgho et du millet, qui sont déjà des cultures qu'on cultive ici, qui seraient peut-être à mettre encore plus de l'avant. Donc, ce sont des céréales résistantes à la sécheresse qui poussent dans des conditions difficiles. Elles sont utilisées autant pour l'alimentation humaine que l'alimentation animale. Elles possèdent des racines profondes qui leur permettent d'accéder à l'humidité du sol. Elles poussent sur des sols pauvres, sablonneux ou légèrement salins. Alors, le sud de la Tunisie répond bien à ce type, a besoin de cultures comme celle-là, je pense. Le mûrissement est rapide, on parle de 60 à 90 jours, et donc on peut la récolter rapidement. Au niveau nutritionnel, ce sont des graminées exceptionnelles, ce sont des grains formidables, et surtout, les femmes ici vont les transformer avec toute leur expérience en couscous, en farine, en bouillie, en bière traditionnelle. Alors, il y a mille et une transformations. Alors, la prochaine diapo nous montre ces cultures pour ceux qui sont moins familiers avec le sorgho et le millet. Alors, si on peut changer la diapo. Monsieur Jean-Yves, il nous reste 2 minutes. Donc, oui. Ouais. Donc, je peux changer les deux prochaines diapos et aller au jujubier. Pour terminer, le jujubier sauvage. Donc, le jujubier est bien adapté aux conditions sévères de sécheresse, de vent, d'ensoleillement. C'est une plante qui pousse ici, en effet. Ses racines sont tellement profondes, elles permettent d'accéder à l'eau à plus de 50 mètres de profondeur. Donc, c'est une plante qui produit des fruits riches en antioxydants, bénéfiques pour la santé. Et puis, on peut l'utiliser comme porte-greffe pour les jujubiers cultivés. Alors, j'aimerais compléter ce petit passage en vous partageant un proverbe africain de l'Afrique de l'Ouest qui dit que quand le rythme du tam-tam change, le pas de danse change aussi. Je pense qu'il est temps de changer notre pas de danse et surtout d'encore mieux prendre soin de nos sols, de la vie dans le sol. Je pense que c'est important. Et il y a un proverbe aussi tunisien qui nous dit « Le monde est beau pour celui qui sait marcher avec lui ». Alors je dirais « La nature est belle pour celui qui sait la respecter ». Donc il faut redonner à la terre, je pense, et toujours prendre soin on dit au Bénin, notre mère, la terre. Alors, merci beaucoup. Et je suis heureux d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Yves. Merci pour ce partage d'expérience et d'expertise. On a fait en fait le tour des pays
un voyage culinaire, agricole de la Tunisie au Bénin, au Canada. Merci pour ce partage, ces informations intéressantes. Donc, normalement, nous avons parmi nous aussi Madame Hadda Hamidi. Euh, pour les personnes, pour les francophones, donc vous avez accès à une interprétation simultanée de l'arabe en français, parce que cette partie-là va être en arabe. Donc vous pouvez juste changer en bas. Donc, عسلامة خالتي حدة مرحبا بك. يسلمك. مرحبا، عسلامة إن تولمون. مرحبا شاء الله بكم. كثير وتكون المهدية كثير. إن شاء الله يا ربي. سامحونا على التأخير. أنا من مرحبا. 7 متاع الصباح ل3 على ذمة تسيير امتحانات الوطنية بكالوريا. نتشرفوا ومهم ياسر احنا اليوم باش نحكيو على هالتركيبه الجميله ما بين انك مربيه اجيال وبين انك أي. تخدم في التعليم وبين انك زاده تحاول تخلق في قوت التوانسه وتخدم في التحويل الفلاحي وتحاول انك تتصارع مع التحديات التغيرات المناخيه اليوم. شكون هي خالتي حدا؟ خلينا نتعرفوا عليك اولا. حدا حميد، امرأة تونسية، قيمة أولى فوق الرتبة بمعهد أبو القاسم الشابي بالشابة مع الثانوي. 32 سنة خدمة. آه، بخلاف المهنة متاعي أنا فلاحة بطبيعتي، من أصول فلاحية، أب عن جد. وكذلك عائلة زوجي. معناتها الفلاحة هي منبعنا وإليها نعود. الفلاحة هي في الدم، وخاصة انه زاد انت رئيسة مجمع حراير الشابة ومحلاها. أنا رئيسة مجمع حراير الشابة، وبالأساس أنا فلاحة ناشطة من ضمن كل الأخوات الناشطين معنا، وكنت النشطات بالأحرى. كنت تحكي لنا على المجمع هذا، مجمع حراير الشابة. شنو هي الصنعة نتاعو؟ فاش يخدم في التحويل الفلاحي بالضبط؟ شنو هي ممكن أهم الزراعات اللي أنكم تخدموا فيها؟ ما بين نعرف إنه فما الهريسة، فما الزيتون. ساعات كنجيب وحديك هكا نذوق الحاجات البنينة اللي تخدم فيها، لكن كنت تحكي لنا أكثر أنت على التحويلات هذوما. آه، المجمع متاعنا يتميز بالتنوع، أنه يشمل جميع ما تحتاجه المطبخ التونسي، من بسايس، من علا، من هريسة، من تجفيف، معجون الطماطم، الكرموس، الغلال. أمكن حسب وضعية السوق، حسب وضعية الغلال الموجودة، حسب الأسعار الساعات تحكم فينا. نعملوا البسايس بأنواعها، نعملوا الكسكسي بأنواعه: كسكسي سميد، كسكسي قمح، كسكسي مغلوث قمح وشعير. الشوربة. عندنا الناشطة في تحويل المواد البحرية، الحوت، التونة، أنشواء. عندنا المعجون بأنواعه حسب الغلة الموجودة في كل وقت. لا إله إلا الله. عندنا التقطير. أنا آه، مجالي التقطير، أنا نهوى التقطير، نهوى الورود، نهوى النباتات العطرية. وكنا نجم نعرف من عندك خالتي حدا قديش فما من سي في المجمع هذا، من سيدة ناشطة وإنه اليوم تخدم في التحويل. عندنا 34 نشاط معناتها منخرطات لسنوات متعددة، ولحد الآن عندنا قائمة تفوق 20 اللي هم راغبين في الانخراط. وهذا يتم حسب جلسة عامة بحضور الهيئة وبحضور مندوبية الفلاحة وبحضور ممثل على المعتمدية، ونصادقوا على انخراطهم إن شاء الله عن قريب. أي. وممكن أنت حكيت لنا خالتي حدا على إنه كيفاش تخدموا في التحويل الفلاحي، وممكن قبل مع سحر حكينا إنه المستهلك ما يعرف كان الكسكسي في صحنه وياكله، ما يعرفش شنو هي وي. وراك الصحن الكسكسي والا وراك البسيسه وكل الهريسه. آه، فما من صعوبات وش فما من تحديات. كنت تحكي لنا اليوم ممكن، خاصه اليوم مع اليوم العالمي للبيئه، باش نعرفوا الصعوبات المناخيه اليوم
شنو هي المعاناة نتاع الأرض والمعاناة نتاع الشجرة والمعاناة نتاع السبولة بما فيها التغيرات المناخية هذوما. تونس كي ساير بلدان العالم تأثرت برشا بالتغيرات المناخية في السنوات الأخيرة، مع فما تقلب جوي كبير أثر علينا، أثر على الجفاف هذا، على المحاصيل، أثر علينا احنا كمحاولات لمنتوج فلاحي في غلاء الأسعار. ما عادش يمكن أن نتحصلوا عليها من الفلاح مباشرة، ولا نضطر نشراها من المزودين. اولا هي ما تكونش ممكن ماده بيولوجيه 100%، على خاطرها الاغلبيه من الواردات، يعني مصدرينها من برا مستورده. وثانيا مش تكون غاليه علينا، واحنا في عود مش نعملوا برودوي في المتناول للمستهلك. شنو احنا نشروا بالغالي ومش نبيعوا بالغالي. هذه حاجه الاولى. لا، الصناع والحمد لله فما تساقطات، ولكن قبل التساقطات راهو في الفترة الأخيرة 10 سنوات تالي أكثر الناس رجعت تعمل في الفسقيات، اللي هي مصدر من مصادر تجميع المياه للري وللاستهلاك. ممكن هذه النقطة اللي حبيت نوصلها معاك خالتي حدة، إنه صحيح اللي ما فما تحديات قاعدين نعيشوا فيهم وفما صعوبات، أما اليوم نحاول نتأقلم. وأنت المتعة. اللي حابين نحكيو فيها انه اليوم كيفاش خالتي حتى وحراير الشابه، ونتصور مشكل حراير الشابه حتى في المجامع الاخرين في كل تراب الجمهوريه، انهم يحاولوا انهم اليوم يتاقلموا مع التغيرات المناخيه. انت حكيت على الفسقيه، شنو هي اليوم خالتي حدا كيفاش قاعده تتاقلم، كيما تتاقلم مع التلميذ في المعهد، كيفاش قاعده تتاقلم مع التغيرات المناخيه؟ كما قلت لك فما طريقة الفسقيات، فما طريقة حفر الآبار، ري قطرة قطرة، الاستهلاك معناتها يعني بطريقة إرشادية، ما نستهلكوش نيفيتو للغاسبياج، معناتها نكونوا حريصين على الطاقة المائية واستهلاكها، كيفية استهلاكها. آه، فما زراعات ما تستحقش ماء برشا، معناتها مثل العطرشية، مثل النباتات العطرية ما تستحقش ماء برشا بالحق. معناتها أنا هذه في مجالي الماء اللي نستعملوه في التقطير، معناتها ما نخسروش حتى قطرة منه، فهمت؟ هذاك الكل كان نستعملوه بعد للري. آه، لي ديشي مش نستعملوها كومبوست. معناتها بإذن الله معناتها كل حركة محسوبة علينا، كل حركة محسوبة علينا للحفاظ على البيئة. وإن شاء الله يا ربي يكون المستقبل خير إن شاء الله. شكرا ليك خالتي حدة، وعايشك على تقاسم هالمعلومات معنا وهالتجربة اللي أنت قاعدة تعيش فيها. وأنت اليوم راك تمثل حرائر الشبه، مثل كنت تمثل النساء التوانسة الكل اللي يخدموا في التحويل الفلاحي، اللي يخدموا في الفلاحة. أنت اليوم ممكن بالنسبة لي أنا نصور للناس الكل، أنت حارسة لها المعرفة ولها الخدمة. واليوم أنت يعني الهمسة الوصل باش انك تحافظ على الارث هذايا. ويعطيك الصحة وشكرا على المعلومات القيمة هذه الكل. دوك سمحت باش نحكي بالفرنسية شوية خالتي. Donc, merci beaucoup pour tous nos intervenants et intervenantes pour leur partage d'expérience et d'expertise. Donc, nous allons passer pour la partie questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les partager dans la partie en bas, questions-réponses. Mais déjà, nous avons une question de Madame Kalthoum Mimouni. Donc, je pense qu'elle s'adresse à Madame Sahar. Donc, face à l'avidité du profit rapide, comment on peut convaincre les agriculteurs aujourd'hui à abandonner les pesticides chimiques. كيفاش يا سحر نجموا نقنعوا الفلاحة؟ Comment on peut convaincre? Oui. Merci beaucoup pour votre question. En fait, il faut convaincre l'agriculteur qu'avec le temps, les pesticides finissent par tuer nos terres. Donc, ils approvissent les sols, ils tuent la vie microbienne et rendent les plantes plus fragiles à long terme. Bon, déjà, les agriculteurs, ils commencent
de plus en plus à constater ça eux-mêmes, et que leurs terres sont fatiguées et que leurs terres ne produisent plus comme avant. Euh, et donc, nous, on leur dit qu'en fait, il faut pas juste arrêter les pesticides, mais on leur donne ici des alternatives qui sont concrètes et accessibles, qui sont organiques et naturelles, comme le beurre en tortille, par exemple, la bouillie bordelaise. Il y a des macérations d'ail ou de piment, comme c'était déjà mentionné, mais on peut aussi utiliser des insectes auxiliaires comme les coccinelles, par exemple, ou encore des techniques qui sont plus simples comme le savon noir ou les associations de culture. C'est vrai que, par exemple, c'est vrai que l'agroécologie, elle demande un peu de temps au début, mais à long terme, c'est plus rentable parce que déjà, l'agriculteur n'aura plus besoin d'acheter des intrants chimiques et de dépenser autant d'argent sur ça. Et le sol retrouve son équilibre naturel et sa vie microbienne et commence à retenir de plus en plus d'eau. Donc, il économise aussi sur l'irrigation. Donc voilà, il faut aussi montrer pour convaincre, faut montrer aux agriculteurs. On a déjà fait ça, la caravane de l'agroécologie. On a ramené des agriculteurs chez d'autres agriculteurs qui font de l'agroécologie et se sont convaincus eux-mêmes quand ils ont vu le résultat chez les autres agriculteurs. Voilà, j'espère que j'ai répondu à Oui, votre j'espère question. que c'était clair pour Madame Kaltoum. Merci beaucoup, Sahar. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Je tiens vraiment à remercier nos intervenants et intervenantes ainsi que les participants et participantes pour cette rencontre exceptionnelle. Mais pour les participants, vous avez toujours les contacts de Madame Sahar, Madame